Le titre de la conférence lui-même nous plonge directement dans la préparation du 53e congrès de la Confédération, dont je rappelle, et c'est important, il s'agit du congrès de ces syndicats. Mais avant d'aborder le sujet du congrès lui-même, il convient de faire un détour sur ce qu'est la CGT aujourd'hui, dans une France profondément intégrée dans la mondialisation capitaliste et donc dans le système impérialiste, qui en est la forme moderne et qui conduit à des transformations profondes dans le salariat sur fond de désindustrialisation et d'augmentation des fonctions sociales assurant la rotation du capital et tout particulièrement les secteurs financiers et des services au sens large. Cette situation nous vaut, à mon avis, un faux débat sur la disparition de la classe porteuse des transformations révolutionnaires de la société. À ce sujet, je veux rappeler que si l'on s'en tient à la vision marxiste des choses, celle du prolétariat comme classe exploitée, c'est-à-dire de tous ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre, ce dernier, le prolétariat, s'est plutôt élargi aussi bien au plan national que mondial. Face à ces mutations, sous l'impulsion de ces directions successives, la Confédération a abandonné son caractère révolutionnaire, celui d'en finir avec l'exploitation capitaliste. Dans les mots, avec les modifications statutaires adoptées au 46e congrès de Strasbourg, qui renonce à l'exigence de, je cite, la socialisation des moyens de production, mais surtout dans les faits, à travers de la stratégie du syndicalisme rassemblé. La stratégie du syndicalisme rassemblé est devenue officielle au 45e congrès de Montreuil en 1995. Rappelons qu'à cet automne 1995, il fut marqué par l'important mouvement de lutte contre la réforme des retraites, la CFDT se retirant du mouvement et soutenant la réforme. Pour mémoire, cette orientation a été conceptualisée par Louis Vianney dans un article dans la revue Mouvement en 2006. Congrès après congrès, cette orientation de fond a conduit la CGT à renoncer à son caractère de classe et de masse, et c'est du bout des lèvres qu'elle affirme aujourd'hui la nécessité de mettre fin à l'exploitation capitaliste et à la division de la société en classes antagoniques. La disparition des pays socialistes, et en premier lieu de l'URSS, a considérablement modifié le rapport des forces à l'échelle internationale. Aujourd'hui, le capitalisme, dans sa forme impérialiste moderne, domine le monde et nous en mesurons tous les jours les conséquences pour les peuples. La question posée devient alors, est-ce que le capitalisme est la fin de l'histoire? Si oui, il ne resterait plus qu'à l'humaniser. On ne serait plus dans l'affrontement de classes. Il n'y aurait plus de syndicalisme de classe et de syndicalisme réformiste. Il y aurait le syndicalisme dans son ensemble et le patronat. L'orientation de classe ne serait plus pertinente. Elle devrait, en permanence, la CGT rechercher alors des accords de sommet pour montrer un front syndical uni face au patronat et au pouvoir politique. En fait, cette attitude conduit au plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire à s'aligner sur les positions de la CFDT. Le syndicalisme rassemblé a désarmé les salariés, il a ouvert des espaces à l'adversaire de classe. Dans ces conditions, la CGT est de plus en plus encline à chercher l'avenir du syndicalisme dans la fusion organique avec d'autres organisations. Dans une première étape, il s'agirait d'une fusion avec la FSU et Sud, c'est-à-dire à une disparition de la CGT. Au plan international, après avoir quitté la FSM en 1995, l'intégration dans la CES qui a eu lieu en 1999 a accentué le tournant réformiste de la CGT. Elle fut suivie par la participation de la Confédération à la création de la Confédération syndicale internationale en 2006. Le problème n'est pas le fait qu'il existe des organisations regroupant des syndicats des pays européens ou à l'échelle mondiale, mais leur nature et leurs actions.
Il faudrait dire ici, en particulier pour la CES, son inaction. Les turpitudes de son ancien secrétaire général, devenu celui de la CSI, sont une illustration du degré d'intégration de la CES dans le dispositif politique, économique et social de l'Union européenne. En France, la multiplicité des confédérations est la conséquence de l'existence d'une CGT de classe influente. La CFTC fut créée en 1919 à l'initiative du Vatican pour développer un syndicalisme chrétien en opposition à la CGT et fondamentalement à la lutte des classes. La CGC s'est créée face à la montée du salariat chez les cadres et à une CGT sortie très renforcée des grèves de 1936. Compte tenu de son action dans la résistance, la CGT était puissante à la Libération, mais toute une série de scissions, soutenues et financées par la CIA, allait l'affaiblir. Il fallait placer ces scissions dans le contexte de la violence des luttes de classe qui suivent la Libération et du commencement de la guerre froide. C'est tout d'abord la scission de Force ouvrière, puis celle de la FEN et de syndicats qui allaient passer dans l'autonomie. 1964 voit la déconfessionnalisation de la CFTC avec la naissance de la CFDT, porteuse d'un réformisme moderne qui va attirer beaucoup de couches nouvelles du salariat qui découvrent l'exploitation patronale. En 92, la FEN éjecte la tendance unité-action à son congrès de Perpignan pour se saborder et créer l'UNSA avec 5 syndicats autonomes. Au lieu de rejoindre la CGT, Unité Action maintient les enseignants dans un syndicalisme catégoriel en créant une FEN bis avec ses tendances, il s'agit de la FSU. Enfin, il reste solidaire, né en 1998 de l'association de syndicats autonomes, le groupe des 10, né en 81, dont certains ont depuis d'ailleurs rejoint l'UNSA, et de syndicats sud, dont plusieurs ont quitté la CFDT. Pour les réformistes, les intérêts du salariat ne sont pas fondamentalement antagoniques de ceux du patronat, alors que les luttes actuelles sur les salaires, cœur de l'affrontement de classe, montrent le contraire. L'ensemble de ces organisations syndicales, malgré leurs différences et leurs divergences, ont un point commun. Elles se définissent comme réformistes. Il ne s'agit pas de lutter contre la classe capitaliste, mais d'obtenir de cette classe les miettes qui ne mettent pas en danger ni son pouvoir ni ses profits. Pour les réformistes, les intérêts du salariat ne sont pas fondamentalement antagoniques de ceux du patronat. Des aménagements sont donc possibles. Pourtant, la mondialisation, exacerbant la concurrence entre groupes capitalistes, rend les besoins de financement de ces derniers sans limite. Les richesses créées par les salariés doivent servir au maximum, sinon en totalité, à la réalisation des profits et à l'accumulation du capital. Elles ne doivent plus être socialisées ou le moins possible, quitte à remettre en cause même le renouvellement de la force de travail. Le capital n'est pas prêt à lâcher quoi que ce soit. Il s'agit donc de repositionner les choses. La lutte des classes existe. Elle est menée par le camp d'en face. Nous ne sommes pas apolitiques. Nous sommes dans le camp des travailleurs salariés. Dire que nous sommes contre le capitalisme ne suffit pas. Il faut aussi travailler à la construction d'une société nouvelle. Chaque organisation syndicale, au niveau de l'entreprise, de la branche professionnelle de l'État, se positionne face aux exigences du patronat et de l'État qui épaule en permanence le patronat et en est son organisation politique. Ce qui fait que la CGT est encore différente de toutes les autres organisations, c'est que ces syndicats sont le plus souvent à l'initiative des luttes dans les entreprises. Le syndicalisme rassemblé, qui pour ses concepteurs est la première étape menant à l'unité organique, est un leurre. Il n'y a pas d'un côté le patronat et de l'autre l'ensemble des organisations syndicales. Il y a d'un côté le patronat et le syndicalisme d'accompagnement et de l'autre le syndicalisme de lutte de classe. Le syndicalisme d'accompagnement, qui peut prendre des formes contestataires,
ne remet pas en cause la domination du capital sur le travail, ni son exploitation du travail salarié. Il est faux de croire que l'unité de sommet entre directions d'organisations syndicales est bénéfique aux salariés. Le syndicalisme rassemblé est une conception de sommet, d'état-major, qui tait les divergences et dont ne tient pas informer les salariés des options et orientations de chacun. Cette orientation du syndicalisme rassemblé, comme solution à la difficulté de mener des luttes d'ampleur, a évidemment comme tendance lourde une orientation de plus en plus marquée par celle des organisations ouvertement réformistes et donc à un alignement vers le moins-disant revendicatif et l'attentisme. Tout cela se double d'une volonté d'agir sur le terrain dit sociétal et d'en faire un terrain d'alliance avec des organisations, en particulier écologistes, dont la lutte des classes est le cadet de leurs soucis. Donc, comme par exemple Greenpeace, elles ne sont pas franchement hostiles au développement des activités productives. C'est tout particulièrement vrai dans le domaine énergétique, où cette organisation appuie par exemple la sortie du nucléaire civil, et tout cela évidemment sans dire un mot sur le nucléaire militaire. Comment se prépare donc le 53e congrès de la CGT? C'est dans ce contexte, qui est aussi celui d'une montée des luttes de classe pour l'emploi, les salaires et les conditions de travail, que se prépare le congrès de la CGT. Ce serait évidemment un formidable atout si la Confédération voulait se donner une orientation claire de lutte de classe et de masse, mais ce n'est pas visiblement le sujet de la direction confédérale. Au lieu d'un débat vigoureux dans les syndicats, à partir de l'expérience des luttes, nous assistons dans l'organisation à un autoritarisme de la direction et de ses experts, fonctionnement qui nie le fédéralisme et qui ressemble de plus en plus à celui de la CFDT et qui a pour conséquence aujourd'hui la fabrication d'un congrès que j'appellerais à l'envers, où l'urgence est d'assurer une direction qui ne change pas et qui approfondisse l'orientation réformiste actuelle au lieu de débattre de quelle CGT le salariat a besoin. Il est significatif, par exemple, que le secrétaire général actuel désigne dans le journal Les Échos celle qui devrait lui succéder, tandis que le comité confédéral national dessine le contour de la future direction en prenant soin d'en éliminer ceux des dirigeants de fédérations, de syndicats ou d'unions territoriales qui concrètement mènent la lutte et proposent une orientation claire et rassembleuse aux militants en privilégiant l'activité de la CGT comme organisation de toute la classe, c'est-à-dire de ce que Karl Marx appelait les prolétaires, ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Face à cette situation, que faire? Attendre et se lamenter du sort funeste que nous réservent de nouveaux abandons, ou au contraire, en partant de la réalité, des revendications des salariés et de leur lutte, mettre la CGT en capacité de pleinement définir la place d'un syndicalisme de classe et de masse dans le monde tel qu'il est. Vous comprendrez que pour ma part, avec beaucoup d'autres, j'ai choisi la deuxième option. Alors comment mener cette bataille pour une orientation résolument de lutte de la CGT pour les revendications des salariés? Tout d'abord, nous devons mesurer que les militants ont des moyens et des droits pour que le débat se développe dans nos syndicats et que l'on ne laisse pas les directions en place décider à elles seules de l'orientation. Il nous faut donc créer les conditions pour que les syndiqués se saisissent des enjeux et exigent que leur point de vue soit pris en compte. En janvier, de nombreux syndicats organisent des rencontres fraternelles pour la reprise des cartes. Profitons de ces moments pour porter la question du débat au plus près des adhérents. Nous avons des outils pour cela. Appuyons-nous en premier lieu sur le meilleur moyen de faire avancer les revendications des salariés. La Fédération nationale des industries chimiques vient de produire un film pour une CGT à la hauteur des enjeux et en une trentaine de minutes, ce film pose les questions essentielles pour l'avenir de la CGT. Diffusons-le, projetons-le dans nos réunions.
Face à l'autodésignation de la future secrétaire générale intronisée sans débat, l'Union départementale des Bouches-du-Rhône vient d'annoncer la candidature de notre camarade Matteux, secrétaire de cette union. Faisons-le savoir. La CGT n'appartient pas à un carteron de bureaucrates qui s'autodésignerait comme s'il s'agissait d'une dynastie. Elle appartient à ses adhérents et à ses syndicats. Faisons respecter le principe du fédéralisme tout en assurant par une direction confédérale résolue à la lutte de classe la coordination nécessaire des actions des salariés. En conclusion, et pour laisser beaucoup de place à ce débat, je veux encore souligner l'impérieuse nécessité de donner au syndicalisme une CGT forte, résolue sur le seul terrain qui vaille aujourd'hui comme hier, celui de la lutte des classes.